Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Couleur 94. Un épisode un peu spécial pour moi, car aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un entraîneur emblématique qui a marqué mon parcours d'entraîneur, mais qui est également une référence pour moi. Il s'agit de Marc Vecchio. Marc Vecchio, entraîneur national sur le pôle France de l'INSEP sur la discipline de 400 mètres. Vous le verrez tout au long de cet épisode, vous allez découvrir son parcours, sa philosophie sur le 400 mètres et comment est-ce qu'il a construit son système d'entraînement. Je vous souhaite une excellente écoute et on se dit à très vite. Eh bien, bonjour Marco, merci à toi d'être présent sur ce nouvel épisode de Couleur 94. Pour moi, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous en tant qu'Ivrien. Forcément, nous avons des liens assez particuliers, donc je suis très flatté de t'avoir parmi nous, Marco. Bonjour à tous, bonjour à toi Fred, et puis je suis très content aussi de participer à ce podcast, hein. C'est vrai que via mon vécu sur le Val-de-Marne, je suis du Val-de-Marne, donc ça tombe très bien. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, écoute, pour commencer, moi, ce que je te propose, c'est juste que tu te présentes un petit peu, notamment sur ce que tu fais actuellement. Puis après, Ok. nous parler un petit peu aussi de ton parcours, voilà. Marco, qui es-tu? D'accord. Donc actuellement, je suis en poste sur l'INSEP où je suis responsable des athlètes de haut niveau sur 400 mètres. Un des responsables, parce qu'il y a d'autres coureurs de 400 mètres qui sont entraînés par un de mes collègues. Mais moi, je m'occupe que de coureurs de 400 et mon groupe est constitué essentiellement de coureurs de 400. J'ai trois garçons et une fille actuellement. Voilà. Après, tu veux savoir un peu mon parcours. Je suis arrivé sur l'INSEP. Là, donc je suis sur l'INSEP, hein. Donc, je suis arrivé sur l'INSEP en 2018. Ouais, c'est ça. 2018. Pendant l'essentiel de ma carrière professionnelle, je suis enseignant EPS avec un parcours multiple, hein. J'ai commencé ma carrière en étant métrox pendant 4 ans. Puis j'ai eu mon CAPEPS interne et voilà. Donc, j'ai commencé ma carrière d'enseignant en 1995. Voilà. Avec un parcours STAPS à Orsay. Et donc voilà, donc j'ai eu beaucoup d'expérience au niveau de l'éducation nationale via le parcours un peu des maîtres auxiliaires. Donc j'ai d'abord été en Seine-Saint-Denis pendant 4 ans, où je changeais d'établissement tous les ans. Et après, j'ai été rapatrié, on va dire, sur Val-de-Marne, sur Vitry-sur-Seine, la ville d'où je suis originaire. Donc ça tombait très bien. Et je suis resté 2 ans où j'ai eu mon CAPEPS quand j'étais sur Vitry. Et après, j'ai basculé sur des sites d'enseignement des établissements scolaires du Val-de-Marne. Donc, j'ai fait 8 ans sur Cachan et en collège. Tout le début de ma carrière, j'étais en collège. Et sur la fin, j'ai fait une dizaine d'années en lycée. Voilà. Avec plein de petites choses parce que j'ai enseigné aussi en STAPS. J'ai fait des vacations pendant 8 ans. J'ai enseigné sur l'école centrale. Je faisais des vacations en fait, hein. L'école centrale, j'avais plutôt un peu sur la musculation. Plein de petites choses comme ça. Les entraînements, j'ai fait beaucoup de clubs. Je suis passé, mais là on va peut-être en parler. Comment j'ai par rapport à l'athlétisme, hein, puisque c'est comme le sujet du jour, et comment j'ai évolué dans l'athlétisme via les clubs. Et donc voilà. Après. Parcours classique d'étudiant STAPS, hein, j'ai été maître d'internat pendant 4 ans. J'étais pion. Voilà, puis, Un bon parcours qui, je pense, mais ça on y reviendra, a dû t'apporter multiple, on va dire. J'ai eu beaucoup d'expérience. Voilà. et puis ça a dû t'apporter beaucoup de choses au niveau de la Ça pédagogie. m'a servi. C'est Ça m'a servi. mais ça, on rebondira dessus peut-être Ouais, un petit peu plus tard. Et ton rapport à l'athlé, comment est-ce que tu es arrivé à l'athlé et comment est-ce que... alors, déjà, l'athlé, c'est pas l'athlé au départ qui m'inspire, c'est le sport, hein. Mhm. Moi, j'ai un regard par rapport au sport jeune via
ma famille qui est plutôt sur le cyclisme. Mon papa, mon frère en club. Donc, j'allais voir courir mon frère. Moi, j'étais destiné à faire du vélo, en fait. J'étais très passionné par le vélo. Donc, très jeune, je pouvais acheter des bouquins sur le vélo, même comment s'entraînaient les athlètes alors que j'avais 8 ans. Hein. Voilà. Après, l'athlétisme via la télévision, hein, ou les événements sportifs, je regardais ça avec mon père. Et les premiers souvenirs que j'ai, en fait, c'est sur l'athlétisme. Moi, c'est 78. Alors, c'est les championnats d'Europe. Et en fait, je regarde pourquoi? Parce que bah, je regarde un peu les Français, les étrangers. Et en fin de compte, tout de suite, je suis attiré. Bon, il y a des athlètes qui m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Donc, il y avait, à l'époque, il y avait Pietro Menea. Et puis, alors, je regardais le sprint surtout. Voilà. Pietro Menea et puis des Allemandes de l'Est, Marlies Gür. Voilà. Donc, plutôt le sprint. Mais ma destinée, c'est pour faire de l'athlé. Hein. Je suis pas dans un club d'athlé. J'ai 8 ans, 9 ans. Après arrivent les Jeux de Moscou, 80, et là, je commence vraiment à m'intéresser à tout. Donc, je commence à être un peu passionné et par les athlètes, mais toujours sur le secteur. Oh, quoique non, je peux te citer des noms, des gens qui m'ont marqué, quoi, comme Meru Shifter sur 5000, 10 000. Alors, je fais 400, je regarde ça, ben ouais, parce que c'était des personnages, quoi, ou Alberto Cova, parce que italien, je suis d'origine italienne, je regardais, Sarah Simeoni, toi qui est dans les sauts euh, horizontaux, bah, des mecs comme Lise Dombrowski en longueur, qui m'ont marqué, bien sûr, il y a aussi les Français, hein, sur 100 mètres, je me rappelle d'Herman Panzo, très très bien, Chantal Rega, c'est 80 ça, hein. Donc voilà, mais je regarde quand il y a des grands événements. Je suis pas à regarder, tiens, qu'est-ce qu'ils font, les championnats de France. Je connais rien. En fait, je m'aperçois même pas. Je regarde les athlètes en fait. Et, euh, et donc, j'arrive à l'athlé via mon professeur de PS, qui, bah, je suis pas mauvais à l'école, quoi. Je fais la S, on fait des petites compétitions avec l'association sportive. Je suis pas mauvais. Puis sur une semaine, mon prof de PS me demande si ça m'intéresserait de m'inscrire dans un club d'athlé qui est la ville d'à côté. Moi, je suis de Vitry-sur-Seine, donc il y a un club à Vitry, mais lui, il était plutôt US Ivry, donc voilà, bah, j'ai oui. Donc je me rappelle plus vraiment comment ça s'est passé par rapport à l'inscription. Comment il a fait pour m'inscrire? J'ai dû lui donner un certif médical, il a dû une autorisation parentale, il s'est débrouillé et en fait un samedi, je me rappellerai toujours. Hein, je suis en cours de maths. Et toc toc, le prof de PS rentre dans l'un, j'aurais parlé à Marc, ok, il était avec sa fille, que j'ai vu après grandir forcément, une de ses filles. Et en fait, il avait une boîte de chaussures Adidas, il m'avait acheté des pointes. Et il me dit, bah voilà, je t'ai inscrit au club d'athlétisme de l'US Ivry, tu as une compétition cet après-midi, au stade Clairville. Alors moi, je sais même pas ce que c'est que le stade Clairville, je suis jamais à Ivry, quoi, toi, voilà. Et donc, et puis j'ouvre la boîte et toi, le côté, j'ai regardé l'athlète à la télé, mais en fait, je ne suis pas vraiment questionné sur certaines choses, quoi. Donc, j'ouvre la boîte et puis je vois des chaussures avec des clous. Et moi, ma première question, un peu bébête, un peu impressionné par mon prof, parce qu'on est toujours un peu en admiration de son prof, et moi, c'était un monsieur, quoi. Jean-Luc Fouret, pour le nommer. Toi, tu connais aussi, certainement, l'histoire du club de l'US Ivry. Et qui était un cours de 400, comme quoi. Il n'y a pas de hasard. Et, ouais, mais bon, j'étais pas forcément passionné par le 400. Et donc je vois des clous, et voilà, ma question s'est mise en cours sur de la pelouse. Je ne savais même pas, tu vois, voilà, ce que c'est qu'une piste synthétique. Donc il m'explique un peu. Et donc j'arrive à la compétition l'après-midi, un monde fou. C'est les championnats de France FSGT. Tu vois, c'est pas de la FFA, c'est FSGT, mais un monde fou. Et puis tout de suite, bah, je rentre dans le stade, je connais personne, j'essaye de trouver quelqu'un du club de Ivry parce que personne ne me connaît, et je tombe sur un entraîneur que tu connais très bien, Jean-Yves Logoff. Et donc il m'a dit, bah, il me fait connaissance, tu veux faire quoi? Moi je connais rien, quoi. Je me dis, à l'école, soit vitesse, soit en hauteur, voilà, donc il m'inscrit sur ça.
Et alors moi, la première sensation que j'ai, c'est courir avec des pentes sur une piste synthétique. On est en 1981. Ouais, c'est ça, 1981. Donc je suis Benjamin 2. Ma première compétition. Je n'ai jamais fait d'entraînement d'athlète. Je démarre direct par une compète. Et puis alors la problématique, c'est les starting blocks, quoi. Je sais pas ce que c'est que moi, un start et tout. Donc moi, alors à l'époque, c'était du 80 mètres. La plus petite distance, 80 mètres. Et puis, bon, voilà. Mais alors, la sensation, je l'ai toujours. L'odeur du tartan, je l'ai encore, quoi. C'est incroyable parce que c'est un truc que je connaissais pas du tout, moi. Et la piste était neuve, hein. Dès les débuts de la piste synthétique sur Ivry. Elle était neuve. L'inauguration avait dû avoir lieu il y a un petit peu en amont, mais pas si longtemps que ça avant. Et donc, c'était super. Donc, je me passionne, je suis en finale du 80 mètres, c'est anecdotique, ça. Et puis, je fais mes premiers classements, quoi. Et puis, j'assiste à des super trucs, quoi. Donc, il y a deux sauteurs d'Ivry qui gagnent la hauteur. Ils sont minimes. Ils font 1m75, je suis impressionné. Et ils gagnent tous les deux, enfin, ils sont ex aequo tous les deux, mais bon, c'est mes premiers souvenirs. Et puis après, bon, bah voilà. Mais je suis toujours dans l'idée de faire du vélo, moi. Donc, mais mon idée, c'est de commencer en cadet le vélo. Donc, je suis Benjamin minime, je fais 2-3 ans d'athlète et après, j'irai faire du vélo. La problématique, c'est tu tombes dedans, bah, les copains, tout ça. Puis quand j'étais cadet, bah, on fait du vélo, quoi. Je suis resté au club d'athlète, forcément. Et donc voilà, quoi. Donc là, c'est mes premiers pas dans l'athlète. Et puis voilà, donc j'ai commencé avec comme tout le monde, quoi. On est ambitieux. Bah, moi, je sais pas, quand t'es gamin, bah, tu cours vite. Donc moi, à l'école primaire, au collège, personne n'a jamais battu. Bon là, ce championnat d'Île-de-France, bah, bien forcément, j'étais battu. Donc j'ai dit, oh, là, mince, je suis pas le meilleur en fait. Donc voilà, et bon, t'es ambitieux quand même, tu as envie de devenir un champion, tu regardes la télé, t'es passionné, tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un de très très pragmatique, très cash, et je me suis rendu compte que bon, je vais être bon, mais pas non plus extraordinaire, quoi. Donc j'ai eu une petite carrière d'athlète régional, peut-être un peu interne régional, mais pas beaucoup plus, quoi. Et donc je fais du sprint, 100 mètres, longueur. Voilà, voilà. Je me suis resté là. Et bon, je suis pas exceptionnel. Je me blesse souvent. Voilà. Et puis après, je suis dans mes études. Je fais ça va. L'école, ça marche pas trop mal. Je fais une prépa. Et en fin de compte, le sport me manque vraiment, quoi. Donc, je démissionne de ma prépa au mois de, je sais plus, aux vacances de Pâques. Ouais. Et puis, bah, je vais faire des petits boulots, et puis je me remets dans l'athlète, quoi. Mais et toujours pas avec l'idée, peut-être, de devenir, d'en faire mon métier. Et Rob Ballot, c'est quelqu'un du club qui vient me voir. Je travaillais dans un magasin dans un centre commercial, dans magasin de chaussures, j'étais vendeur, quoi. Bon, qu'est-ce que tu fais là et tout. Bon, voilà. Ah bah non. Non, mais tu veux pas rentrer dans le sport. Lui, c'était un prof de PS. C'était mon prof de PS de seconde. Ouais, je suis non, moi, je ne vois pas enseignant, choses comme ça. Bon, bref. Il revient le lendemain dans la boutique avec une inscription pour le concours d'entrée à l'UREPS, au STAPS. Ok. Bon, je me sens un peu obligé parce que ouais, j'ai toujours été un peu respectueux de mes profs, tout ça. Bon, ok. Il dit de toute façon, tu peux pas t'échapper, c'est ton prof de collège qui va venir te chercher et qui va t'emmener au concours. Donc c'est le prof de collège qui m'avait acheté les chaussures 10 ans auparavant, quoi, ou pas 10 ans, un peu moins quand même, qui est venu me chercher, qui m'a emmené au concours, j'ai passé le concours et j'ai été pris. Après, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je fais 2 ans et puis je verrai, quoi. Et puis voilà, donc c'est parti de là-dessus, donc enseignant, tout ça. Et après, bah voilà, gagner un peu d'argent, tu fais les écoles d'athlètes, tu fais ci, tu fais ça. Et ma vie, en fait, c'est que des rencontres et des opportunités, quoi. Et voilà pourquoi j'ai fait ça. Parce que mon directeur pas de STAPS, mon prof de STAPS d'athlé, Gérard Torzo, pour ceux qui se connaissent un petit peu, entraîneur de lancer, un très bon entraîneur, qui était mon prof, il m'appelle un jour dans le bureau et il me dit, voilà,
est-ce que ça t'intéresserait de remonter la section athlétisme du club d'Orsay, qui a périclité depuis 2 ans. Donc, il y a plus d'athlètes. Et je dis oui. Moi, bien sûr, c'est les finances, quoi. Combien? Normal, quoi. Enfin, après, je suis étudiant, je suis en cité universitaire, tout ça, et je fais beaucoup d'écoles d'athlètes à côté, tu vois. Dans l'Essonne, hein, sur Yvette, les écoles d'athlètes, tout ça. Excuse-moi. Je peux répondre ou pas? C'est hyper important. Oui, vas-y. Je mets en pause. On peut couper? Allez, on reprend. Ouais. Donc on a eu une petite interruption là, donc je reprends. Donc c'était l'opportunité de reprendre une section athlétisme au club d'Orsay, du CR Orsay en fait. Et donc je débarque là-bas avec un de mes collègues de staff qui était dans l'athlé aussi, qui est venu après à l'US Ivry aussi, parce que je l'ai ramené à l'US Ivry, c'était Pierre-Jean Maillot. Salut Pierre-Jean. Voilà. Et donc on est parti là-dessus, on a rouvert dès le départ par une école d'athlé, quoi. Donc on a accueilli des poussins et benjamins. Voilà. Et donc on en a eu 8 au départ, et puis je suis parti. Je suis resté 10 ans dans ce petit club. Et voilà. Et donc tout part de là par rapport à l'entraînement, je pense. Ouais, oui. Et du coup, à quel moment, toi, tu te dis, je vais être entraîneur de sprint? Parce qu'au début, c'était. Voilà, mais en fait, c'est toujours pareil. Tu es à l'école d'athlète, donc tu fais tout. Des petits, des sauts, des lancers. Moi, ça me plaît. Hein. J'organise des stages. Financièrement, c'est intéressant. Avec l'argent, tout ça. Mais voilà, donc je commence. Mais voilà, c'est aussi savoir parce que en fait, je m'occupe. On a un président, c'était le maire d'Orsay, l'ancien maire d'Orsay. Mais le reste, c'est moi qui fais tout. Je deviens un peu le secrétaire du club, les inscriptions, les prises de licence, tout ça. Je comprends un petit peu la vie d'un club, quoi. Sauf que c'est un mini club, quoi. 7 ou 8 gamins, je ne me rappelle plus trop. Et puis 2 entraîneurs, et on fait un peu tout avec Pierre-Jean, donc secrétaire. Hein. On met les gamins en compète, voilà, tout. Et donc voilà, et puis après, j'ai des petits résultats avec ces gamins-là. Tu vois? En fait, c'est marrant, mais sur les 7 que j'ai eu au départ, il y en a 2 qui sont devenus internationaux, jeunes. Et avec même un titre de champion de France cadet, tu vois? Donc, ils sont restés 7 ans, tu vois, déjà. Donc déjà, ça t'inspire, t'as envie, et puis en fait, voilà, je me suis rendu compte que je vais évoluer dans l'entraînement grâce à mes athlètes. Je fais faire ça, je vais m'inspirer, je vais faire des recherches, je vais bouquiner, tout ça, je vais échanger avec d'autres collègues, avec mes entraîneurs d'Ivry, tu vois, parce que j'ai des athlètes qui sont pas mauvais, et il faut les faire évoluer, quoi. Et après, les disciplines, c'est eux qui vont. Et moi, je vais mettre à la discipline là où ils sont épanouis, quoi. Donc, je te dis, il y en a 2, il y en a une, c'était à la hauteur, elle était internationale junior à la hauteur, alors que je suis pas quand même un grand spécialiste de la hauteur. Animateur, on va dire. Mais par contre, je sais déléguer. C'est-à-dire que à partir du moment où je connais pas ma compétence, je sais que je suis pas compétent pour qu'elle puisse encore progresser, cette petite, je l'ai confiée à un entraîneur de saut. Dans le futur, quand il était junior. Et par contre, l'autre, il était resté voilà. Et donc, tu évolues, et puis à un moment, tu as un gamin qui est champion de France, cadet. C'est la première émotion, ça, forcément. Parce que toi, en tant qu'athlète, j'ai pas eu ça, moi. J'ai eu des émotions de gagner des courses ou de participer avec mes camarades de club à des relais, les interclubs. C'est des émotions. Mais des émotions à ce niveau-là, j'en avais pas connu, mais je les ai connues en tant qu'entraîneur. Et en fait, c'est ça le truc. Tu te piques au truc, tu te piques à l'émotion. Et en fait, ça devient une drogue, quoi. Tu as vécu un truc, tu aimerais bien la retrouver, cette putain d'émotion que tu as eue sur la victoire. Et après, voilà, c'est parti. Les opportunités. J'entraîne un gamin, il est champion de France cadet. Sauf que moi, je travaille à Bondy à l'époque. Lui, il est d'Orsay. Voilà, je commence à m'adapter.
comment faire pour que lui, il puisse avoir un entraînement plus tôt et les kilomètres, c'est difficile. Et à l'époque, j'habite à Bondy, quoi. Donc je regarde la ligne de RERB, paf paf, il y a 2 clubs entre Orsay et Bondy sur la ligne de RERB hein, qui pourraient le rapprocher, hein, c'était Antony et le PUC. J'ai atterri au PUC parce que un des professeurs d'Orsay était entraîneur au PUC. C'est le truc, je suis arrivé là. Et après, voilà, qu'est-ce qui se passe? On me demande, via un de mes anciens profs encore, c'est toujours pareil, hein, Le réseau. un jour et qui me dit Marco, j'ai un souci. Alors ce monsieur, c'est Pierre Bonvin, qui était et encore une fois, qui était le responsable du relais 4x4, qui était champion du monde à Paris en 2003. Et qui lui était 4 techniques régionales aussi. Il était CTN, mais bon, à l'époque, il devait être 4, il était CTR, et donc il s'occupait de la ligue. Ou alors, sa mission changeait, et en fait, il voulait trouver quelqu'un qui puisse, au dernier moment, pouvoir encadrer un stage l'IFA. Sauf que moi, j'entraîne un mec bon, mais manager un groupe de 10-15 sprinteurs qui ont à peu près le même niveau, j'avais jamais connu. Bien sûr, j'avais des petits jeunes d'école d'athlètes, ça allait de Benjamin à cadet, mais donc j'étais un peu hésitant, mais comme toujours, un peu respectueux de mes profs, tout ça, j'ai dit ok, j'y vais. Et là, j'ai débarqué à Aubonne en décembre, un stage de décembre, et bien sûr, à l'époque, les stages d'IFA étaient coupés avec des stages nationaux. Et là, je tombe dans le truc, accueilli par Stéphane Caristan. Stéphane Caristan. Moi, c'est des mecs qui m'ont inspiré, que j'ai vu à la télé, un truc comme ça, je ne connaissais pas. Je les voyais sur les stades, mais j'allais pas aller les voir. Salut Steph, c'est moi Marco. Non, je connaissais pas. Et donc Stéphane Caristan. Puis comme c'était coupé avec un stage national, et là, tu vois débarquer des. Alors, qui c'est qu'il y avait qui était connu un petit peu à l'époque? Non, mais c'est des anciens, Jean-Michel Léon, tout ça, bon, bref. Et donc, je regarde, parce qu'il y a des athlètes de stage national et stage l'IFA. Déjà, un très bon niveau, quoi. Tu vois, l'IFA, il y a les mecs, ils cavalaient, hein, parce que j'avais des juniors qui couraient en 10-70, des trucs comme ça, quoi. C'était costaud. Et donc, voilà, je suis parti là-dedans. Et puis après, c'était parti. Donc là, on est en 96 ou 17. Je suis parti pour faire 8 ans de stage l'IFA. Décembre et Pâques, quoi. Voilà, chaque fois. Et donc, voilà, des échanges, tu rencontres des entraîneurs, et donc voilà, tu te piques au jeu. Au PUC, on me donne des responsabilités un peu plus, donc j'ai des athlètes qui arrivent, et boule de neige, et j'ai des petits résultats, tout ça, petit là, et puis voilà. Donc en gros, j'ai suivi le Gabon qui était corps de 200. Donc il est champion de France sur 200, cadet, et l'international aussi, junior. Et en fait, quand il passe en junior, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il a fait ça? Ah oui, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il était bon sur 200, puis à la fin, en septembre, il y a toujours une compète par équipe, je ne me rappelle plus à l'époque. Et puis il dit, tiens, tu vas faire le 300. Il fait le 300, et puis il se retrouve à l'époque, le record de France, il était en 34-40, je me rappelle rien. Et lui, il fait 34-70 au couloir. Je dis, voilà, toi, c'est le 400 ton truc, c'est pas le 200 en fait. Mais j'y connais rien au 400. Donc, je m'installe à commencer à entraîner du 400 avec aucune expérience. Parce que moi, stage l'IFA, tout ça, je me suis mis dans le truc, je suis un entraîneur de sprint court. Voilà, 100, 200, pas de sprint long. Mais voilà, il va falloir que je m'adapte à ce garçon. Et donc, je commence à échanger, je demande des conseils à Pierre Bonvin. Voilà, des choses comme ça. Et puis il devient international aussi sur 400. C'est costaud. Mais pas un gars passionné par l'athlète. Et donc, lui, il est international sur 400, mais des juniors, il arrête. Alors qu'il est international. Il arrête même, genre, 4 mois après sa sélection. Ça le passionne pour lui. Il aimait le foot. Bon, pas de battre. Hein. Mais bon, maintenant, je suis installé un peu dans un club comme le PUC, où je suis resté 12 ans. Et puis, j'ai des petits résultats, des petits cadets que je fais progresser. Clarismo, qui commence à aussi avoir des résultats sur 400 en junior. Toujours pareil, elle veut faire du sprint, mais elle a des possibilités aérobie incroyables et tout. Elle est pas assez rapide, donc je la monte sur 400. Et puis là,
elle peut faire des résultats sur 400, des podiums, des championnats d'Europe junior, tout ça. Et puis, j'ai des petits sprinteurs qui arrivent, j'ai un gamin qui va en défense du 50 mètres. Et je sais pas trop si je vais faire du 400 ou du 100 mètres. Moi, je fais un peu tout. J'ai un groupe de 20-25 personnes. Il y en a qui font du 100 ou 400, quoi, si tu veux. Et puis voilà. Et puis donc là, je suis plutôt un entraîneur de ligue. Je fais les stages, je fais mon métier de prof et dès que j'ai commence à avoir quelqu'un de pas mauvais, bah, je peux pas le suivre parce que moi j'ai mon métier de prof et si la personne veut faire un peu plus de haut niveau, quand tu es cadet, junior ou même espoir, tu peux suivre. Après, si on sent quelque chose chez quelqu'un, mais toi, tu peux pas lui apporter parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut apporter, surtout un entraîneur, c'est du temps consacré à l'athlète. Et moi, je pouvais pas à l'époque. Donc, je commence à confier mes athlètes. Donc, Clarisse Mo, elle arrive enfin à avoir ce qu'elle voulait, un titre de championne de France, des championnes de France espoir, sur 800. Sauf que moi, je l'entraîne comme un course de 400. Quoi. Je connais pas le 800. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, écoute, avec moi, tu vas perdre du temps. On va pouvoir peut-être y arriver. Mais je vais mettre du temps, moi, pour connaître le 800. Je ne connais pas le demi-fond. Quoi. Donc, je la dirige vers un entraîneur qui est devenu après DTN, Patrice Gergès. Patrice Gergès, il s'en occupait pendant 2 ans. Il l'a fait progresser sur 800. Et puis après, comme lui, il pouvait pas, pareil, avec ses obligations professionnelles, elle est venue s'entraîner avec Bruno Gagère sur l'INSEP. Voilà. Donc, j'étais parti sur un truc. Bah, moi, j'entraîne des gamins, je les fais progresser, cadet, junior, espoir. Après, au-dessus, je peux pas, moi. Le haut niveau, c'est comme je te dis, pour moi, le haut niveau, c'est du temps consacré aussi. Et voilà. Donc, je voulais pas non plus, inhiber les progressions stopper les progressions des athlètes. Donc, voilà. Donc, moi, je reste entraîneur de 100, 200, 400. Et pourquoi un jour ça a basculé sur autre chose que mon métier de prof? C'est qu'il y a un athlète qui est arrivé au PUC et qui s'entraîne avec moi. Pas parce que je le voulais absolument, c'est qu'il est venu me voir. C'était un cadet que je voyais en minime. J'ai même une anecdote sur lui parce qu'on m'avait dit qu'est-ce que tu penses de lui? Parce que moi, je commençais à être un petit peu l'entraîneur un peu référent sprint du PUC parce que je faisais les stages d'IFA. Costaud, et moi j'avais dit non, lui il sera jamais bon quoi, il a pas le physique ou je sais pas, toi j'avais pas détecté un truc incroyable chez lui quoi. Et en fait alors il se blesse en cadet, voilà, et en début d'année junior, la saison en septembre, il vient me voir, j'accueille un garçon qui est d'une politesse et déjà un vrai communicant quoi. Voilà. C'est Mamie Braham, quoi, voilà. Donc, je dis, ouais, tu sais, Mamie, pas de problème, je t'accueille dans mon groupe, mais en fait, je l'accueille. Moi, je veux de la réussite, mais je sais que lui, il marchera pas, quoi. Mais c'est pas grave, il est tellement gentil, il pose pas de problème, il vient. Et donc, il est hyper sérieux aux entraînements. Voilà. Et le gamin, bah, il se prend des bâches. J'entraînais déjà encore à l'époque Clarisse, Mo, tout ça, mais à l'entraînement, il se faisait défoncé vraiment par Clarisse, il pourrait le raconter, hein. Sauf que le mec il s'accroche quoi, puis il commence à progresser. Et il progresse tellement bien, c'est qu'il arrive à faire un podium au fond junior sur 400 mètres. Donc on arrête le sprint parce qu'il faisait du sprint, 100, 200, comme il s'était blessé, bah comme d'hab. Hein. Tu t'es blessé, on va reprendre doucement, par du 400. Et en fait c'est là où il s'épanouit quoi. Et c'est quelqu'un qui est dur au mal. Voilà. Déjà, c'est une de ses qualités, il est dur au mal et à l'entraînement, il était incroyable. Quoi. Comme se fait sa carrière. Et donc voilà, donc je démarre avec lui. Il fait un podium, il chope une sélection sur un match. Il est junior première année. Non, il est junior 2, voilà, junior 2. Ah oui, c'est ça. Et en junior 1, il fait du 400, il fait une finale B. Avant, il y avait des finales B au championnat de France junior. Et donc, on attaque la saison junior 2, il est hyper ambitieux, tout ça. Bon, voilà. Et championnat de France hivernaux, il fait une médaille et il a une sélection pour le match classique des juniors de l'hiver. Et donc, voilà, il parle là-dessus. Et
Alors bien sûr, comme d'hab, hein, est-ce que déjà à l'époque, je faisais les stages nationaux? Non, c'est l'année d'après, je crois. Ouais. Bon, bref. Et donc, sauf qu'il a un gros pépin de santé. Il est obligé d'arrêter le sport, l'activité, en fait, tout, pendant 1 an. Bon, je ne vais pas raconter son problème de santé, mais il a eu un gros souci de santé. Et c'est moi qui l'ai. Enfin, j'étais avec lui quand on lui a annoncé ça. J'étais à l'hôpital avec lui directement. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'est créé entre nous, quoi. Vraiment, à ce moment-là. Et donc, il peut pas faire de trucs. Et donc, moi, je lui dis un truc, quand tu vas t'en sortir. Moi, je voulais déjà arrêter, en fait. Je voulais arrêter un petit peu l'athlète parce que ça prenait beaucoup et voilà, c'est un passage de ma vie où voilà, je voulais arrêter d'entraîner. Et, donc, ce gamin, bah, je lui dis, écoute, je vais rester encore 1 an. Dans 1 an, reprends l'entraînement. Je te ramène au niveau. On essaie de revenir au niveau que tu avais quand tu étais junior, quoi. Et après, je te trouverai un vrai coach, quoi. Pas moi, mais un vrai coach, quoi. Et donc, et j'avais mes idées en tête, toi. J'allais certainement aller prendre contact avec François Pepin. C'est ce que j'ai fait. Bon, bref. Et puis, donc, le gamin, bah, il revient de son souci, il reprend l'entraînement en septembre, octobre, novembre, tout ça. Et puis, il a changé. Il est plus stressé par l'athlète. Il avait vraiment failli passer à côté de choses. Voilà. Il a failli y passer, quoi. Et quand il recourt, et ben, il est changé, quoi. Et l'hiver, il est espoir 1, il fait une course et il est en tête des bilans sur 400 salles. Et puis moi, je lui fais, c'est bien, bah, on verra l'été maintenant. Tu fais pas les championnats de France? Je fais non, non, non. Tu fais pas les championnats. Et lui, il a toujours été comme ça, il me suit, quoi. Puis, parce que moi, je voulais pas, il sortait d'un truc très grave et j'avais un peu peur. Non. Et avant qu'il reprenne, d'ailleurs, on avait fait des tests sur 2 plateaux d'évolution, poussée d'efforts cardio, tout ça, là, à 2 endroits différents pour avoir 2 avis, pour rassurer sa maman, tu vois, des choses comme ça. Mais lui, il fout le sport, quoi. Il veut réussir dans le truc. Bon, bref. Et donc, on attend l'été, et l'été, ben voilà, pourquoi il est resté avec moi. Donc, moi, je prends contact avec François, on pourrait le dire, hein. Et en fait, Pépin. Et j'ai écoute, j'ai un gars, il est pas mal, hein. Ça t'intéresserait? Donc François, qui est très honnête, il dit bah ouais, moi, pourquoi pas, mais il faudrait que je vois. Je dis bah ça tombe bien, on est dans le même groupe d'interclubs. Et aux interclubs, premier tour, j'étais avec François, je crois, je me rappelle, et puis je lui dis regarde, c'est lui. Ok, il fait un faux départ. 0 pour le club, et puis François, il peut même pas le parcourir. Bon, au deuxième tour, on est ensemble encore. J'ai dit bon, attends. Et là, on est à Montreuil. Deuxième tour avec l'éclair, puis il pleut, il fait 10 degrés. Et Mamé, il est au couloir 7, il part, et là, il avait un record à 48,60 en junior d'été. Et là, on est au mois d'avril, il pleut, il fait 10 degrés, et là, il fait 46,70, tout seul. Et là. Et donc, moi, je suis hyper honnête. Je vais voir François, j'ai dit, t'as vu, t'intéresses là? Il dit, ouais, il a des capacités. Donc, pour moi, c'était clair que je suis cette saison estivale, mais en septembre, il irait avec François. Et en fait, quand on arrive en septembre, François m'a mis les bras et me dit non, non, mais moi je reste avec toi. Mais j'ai dit mais non, 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 tu pourras pas, tout ça. Et donc j'étais obligé de m'adapter. J'ai eu des collègues super dans le boulot, donc je me suis fait un emploi du temps grâce à mes collègues un peu sur mesure où j'entraînais que le matin. J'entraînais. Je faisais mes cours que le matin et tous les après-midi, j'entraînais ma bras, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Et puis dès cette année, lui, il était international A. Donc il est passé d'un niveau junior. En une course, il a été sélectionné à la Coupe d'Europe et lui, il est rentré dedans. À partir du moment où il est rentré dedans, il l'a pu quitter jusqu'en 2021. Voilà. Il a fait les mondes, il a fait les Jeux Olympiques 2 fois. Bon, voilà. Il a été champion de France élite. Bon, bref. Et donc, voilà. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai été obligé toujours pareil. De cogiter. Donc, d'échanger, de savoir comment on fait du haut niveau sur 400 mètres. Ouais. J'ai un athlète hyper atypique
Et c'est ça le problème aussi. Donc, il a commencé, lui, la musculation lourde en espoir. Alors, pourquoi maintenant, je la commence plus tôt? Mais lui, j'étais obligé d'attendre. Je pouvais pas. Enfin, donc, j'ai développé d'autres moyens et en fait, je me suis créé un petit peu une façon d'entraîner où j'ai croisé des choses. En fait, toute ma vie, j'ai croisé des choses. Et j'avais l'expérience de Clarisse Mo, toujours pareil, qui était partie aux États-Unis pendant un secteur et s'était fait entraîner par Lee Evans, le champion olympique de Mexico. Et un jour, je me rappellerai, elle me dit, oh, bah, il y a un vieux monsieur, Lee, il pouvait pas nous entraîner. Il y a un vieux monsieur qui nous a fait notre séance. Et en fait, ce vieux monsieur, c'était l'entraîneur de Lee Evans de Mexico. Et donc, j'ai dit, putain, ça m'intéresse, ça. Et donc, en fait, j'ai vu un petit peu les entraînements qu'il faisait. Lee Evans, il m'a envoyé un truc. Même, il m'a même envoyé son bouquin dédicacé. Bon, bref. Et j'ai eu accès un petit peu à leur façon d'entraîner, quoi. Et puis après, j'ai eu accès aussi à une façon d'entraîner d'autres personnes. Je savais comment entraîner Harald Schmidt, par exemple. Et puis j'ai croisé les choses. Et là, il y a quand même des correspondances entre les deux entraînements. Petit à petit, tu te fais ta patte, quoi. Et c'est toujours ça qui m'a intéressé dans l'entraînement, c'est que on m'a toujours dit copier c'est régresser, donc tu as toujours envie de trouver le truc, quoi. Il n'y a pas de truc. Et bon, après, Le truc, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, mais tu as toujours envie de faire mieux que les autres, quoi, et de trouver la bonne sauce, le bon entraînement et qui va faire parfait ton athlète, alors que les autres ne font pas le même entraînement que toi, bien entendu, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est des rencontres, voilà. Et donc c'est toujours pareil, grâce à mes athlètes, j'ai pu avoir accès à, tu t'occupes de mamie, nanani, tu as des résultats dans le club, tu voudrais venir dans les stages nationaux, tout ça. Donc j'ai commencé et j'ai commencé à rencontrer plein d'athlètes très jeunes, des cadets, des Thomas Jordier, plein d'athlètes de 400. Et donc j'étais devenu un entraîneur de 400. Et, Voilà. et du coup, toi, ta philosophie par rapport justement à toutes ces expériences que tu as croisées, ces échanges que tu as eus, euh, comment est-ce que tu définirais, toi, le 400 mètres et ta vision de l'entraînement sur le 400? Bah, déjà, tout le monde ne peut pas faire du 400. Et déjà, faut déjà avant d'avoir une philosophie du 400, faut déjà savoir comment. Et c'est ça où j'ai acquis un petit peu des compétences et de bien profiler les athlètes, de te dire que bah, lui, il va peut-être moins vite sur 200 que l'autre, mais par contre sur 400 mètres, il saura aller plus vite, quoi. C'est des choses comme ça à profiler. Il y a des athlètes qui sont très forts sur 200 mètres. On dit ouais, mais t'as vu, il est grand, il fait 1m80, il joue ça sur 200. Tu vas voir quand il va passer sur 400. Mais c'est pas ça. C'est des gars comme des discussions, des échanges avec François. François, par exemple, Pépin, qui m'a inspiré lui aussi, hein. Il y en a plein d'entraîneurs qui m'ont inspiré. François m'a inspiré. Et lui, c'était à un moment, je lui demandais, par exemple, par rapport à Mamé, tu penses qu'il pourra faire moins de 45? Et lui, il me dit, il avait raison. Il a raison. Il dit, bah, je sais pas ce qu'il a dans la tête. Il faut vraiment savoir le bonhomme et c'est en côtoyant l'athlète et tout, tu peux savoir jusqu'où il peut aller. Moi, ce que j'ai apprécié chez mes athlètes, et c'est ça que je recherche, c'est bluffez-moi. Moi, je te dis, je suis cash. Quand un athlète, il me dit combien tu penses que je vais faire cette année, moi, j'annonce un truc, tu es capable de faire ça. Et je le pense, hein. Je pense pas qu'il peut. Et moi, ce que j'ai aimé, et ça fait partie des émotions d'une vie, c'est de certaines émotions, c'est que, oh, putain, mais il a réussi à faire ça. J'ai eu les athlètes qui m'ont bluffé. Ça fait partie des émotions d'entraîneur, ça. Il a réussi à faire ça. Je ne le pensais pas. Alors après, est-ce que c'est toi qui... C'est un tout, quoi. C'est les relations athlète-entraîneur, ça dépasse plein de choses, hein. Et c'est ça qui amène aussi les performances, parfois, que tu pouvais même pas penser. En fait, il faut croire en ton athlète et l'athlète, il faut qu'il croie en son entraîneur, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des conneries à l'entraînement. Enfin, j'ai pas fait des conneries, mais j'ai tenté des choses, quoi. Et pas dans un côté. Mais en fait, tu t'aperçois que si l'athlète, il croit vraiment en lui et en son entraîneur, tu peux lui donner n'importe quoi. Le mec, il marchera.
C'est l'effet placebo. Tout à fait d'accord. S'il n'y a pas de C'est l'effet confiance, placebo. Et voilà, partir du moment où bah, voilà, l'athlète ne croit plus en son coach ou il ne croit plus en lui, c'est fini, quoi. Et tu peux l'amener très loin. Hein. bah oui. C'est le potentiel de chacun. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Ouais, on voit plus rien. Ah, voilà. Voilà, on voit mieux. Ah, ouais, la nuit tombe là. Donc, et, euh, et donc voilà, donc ma philosophie de l'entraînement. En fait, moi, la clé, je me réalise à l'entraînement, pas en compétition. Ce que je dis souvent à mes athlètes, c'est la compétition, ça vous appartient. C'est le début de la préparation mentale aussi, tu vois. C'est pas moi qui va courir à votre place. Par contre, moi, ce que je veux, c'est qu'à l'entraînement, moi, je prenne un kiff. Donc, si mes athlètes à l'entraînement, ils sont pas impliqués, ils arrivent, ils font la gueule. Moi, je sais que je vais passer un mauvais moment et il y a que là que j'ai envie de jouir du moment, quoi. C'est mon plaisir. Moi, la compétition, ça m'a toujours fait peur. Comme quand j'étais athlète, hein, tu vois. Donc, j'ai dû aussi travailler sur mon stress, qui au début de mes débuts d'entraîneur, moi, j'étais quelqu'un de stressé et puis je voyais bien que je véhiculais mon stress sur l'athlète. Donc après, c'est des routines. Hein. Moi, sur mes athlètes courts, il va falloir que tu te débrouilles pour arriver à trouver sur le stade. Et pareil par rapport à mes athlètes, quoi. Et donc, je les apprends à être aussi autonomes, quoi. Bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire, l'athlète, pour être fort, il ne faut pas qu'il soit assisté, dire il est sur la piste, derrière les blocs, et puis il regarde partout, il est là, mon coach. Non. Tu te débrouilles, mon coco. C'est ta course. Tu sais. Moi, je dis souvent, il y a des fois, on me dit comment tu penses que je vais faire là? Puis des fois, ça me fatigue un peu. Je dis mais je sais pas, moi j'ai jamais fait moins de 46 au 400. Toi tu sais, donc tu dois savoir mieux que moi. Mais c'est vrai en plus. Hein. Bien sûr. C'est aussi développer leur instinct et voilà. Ouais, ça se compte sur les doigts d'une main, mes expériences d'athlète sur 400, les interclubs en relais, et puis peut-être un ou deux comme ça, où j'ai compris que le 400, ça aurait été jamais pour moi. L'apparition d'un mur qui arrive au bout de 250 mètres, en pleine face, et je dis, ouais, pas faut être courageux. Tu vois, c'est comme pour faire de la perche, il faut être un peu courageux. Bah, je pense que pour faire du 400, il faut être un peu courageux aussi. Quoi. Faut aimer se faire mal un petit peu. Hein. Je pense que c'est l'une des disciplines les plus difficiles. Hein. Physiologiquement, tu prends cher au niveau de ton corps. Quoi. Donc, bon, voilà. Quoi. Donc, pareil, philosophie du 400, c'est l'équilibre. En fait, si j'ai un mot, parce que tu sais, quand j'interviens au niveau du DGEPS, tout ça, sur le 400, tout ça, moi j'ai un mot pour le 400, c'est équilibre. L'équilibre dans tout. L'équilibre postural, l'équilibre de la course, les intentions que tu vas mettre, les tempos. C'est équilibrer tout, les tempos. Donc c'est un travail d'équilibre, l'équilibre voilà, musculaire, ischio quadri, qui va jouer sur le côté énergivore de ta course. Il y a plein de petites choses, équilibrer tout le temps. Donc, ouais, si je mettais des mots sur le 400, moi, c'est avant tout, c'est équilibre, maîtriser. C'est ça. Et quand j'avais fait mes études SAPS, j'avais débuté en maîtrise, en mémoire. J'ai pas été au bout parce que voilà. Et j'avais fait toute l'expérimentation, tout ça. J'avais toutes les données statistiques, voilà. Mais parce que j'étais maîtreux aussi à l'époque. Puis bon, à la fin, j'avais déjà vachement fait le truc, mais j'avais vachement avancé là-dessus. Et mon mémoire s'intitulait Existe-t-il une corrélation entre la maîtrise et la performance? Voilà. Donc j'avais plein de données statistiques, des courbes de Gauss, des trucs. Et j'avais expérimenté sur un paquet d'athlètes. Hein. Et donc voilà, donc j'étais quand même déjà inspiré par la maîtrise. Tu dois maîtriser ce que tu fais. Et en fait, c'est un sprinter de 100 mètres qui maîtrise tout ce qu'il fait en fait. Donc, enfin... Un sprinter de 100 mètres, c'est une bête quoi. Le mec, il part, il pense qu'à tout arracher. Il a bien travaillé techniquement, tout ça. Enfin, c'est ce que je pense. Un coureur de 400, c'est un mec, c'est un sprinter, hein, mais lui, il maîtrise tout ce qu'il fait.
sa gestuelle, parce que si je cours un petit peu, nanana, bah, c'est de l'énergie musculaire, et peut-être que si je veux être fort dans les 10-15 derniers mètres de la course, faut peut-être que en amont, 300 mètres avant, faut peut-être que je pense à ce que je fais, et voilà. Donc en fait, c'est de l'équilibre, c'est de la gestion, c'est Ça me parle un peu parce que tu vois, je peux faire le lien un petit peu avec, dans une autre mesure, mais avec la course d'élan d'un sauteur, où effectivement, il ouais, faut bien sûr. se Ouais, maîtrise, ce contrôle pour optimiser son ouais. temps. C'est, Mais bon, voilà. Après, le boulot d'entraîneur, moi, il m'a toujours plu. L'enseignement, ouais, ça m'a apporté. Déjà la diversité et l'adaptation, quoi. Quand t'es et mes collègues EPS, parce que je suis encore prof de PS. Dès demain, je peux me retrouver dans un collège ou dans un lycée à nouveau, hein, et ça me dérangera pas, hein. Honnêtement, voilà. Bon, j'arrive quand même un peu en fin de carrière, quoi, donc ça, c'est un petit peu difficile physiquement, mais bon, quand même. Et quand tu apprends à l'école, et c'est comme quand tu veux entraîner, tu regardes la théorie de l'entraînement, il y a la théorie, mais il y a la pratique. Donc, quand tu apprends à la fac, voilà, alors tu as un cours de basket, tu as 10-15 ballons, tu as plein de chasubles, tu as 4 terrains. Et puis quand tu arrives en bas dans un collège, et puis ton collègue il dit bah, le terrain de basket, il est là-bas, là, sur le plateau d'évolution, entre les deux cités qu'il y a là-bas. Tu te déplaces là-bas, et là, tu as un ballon, tu as 3-4 chasubles, tu as du mal à trouver et voilà, c'est ça. Il faut s'adapter, et en fait, c'est que ça. Dans un premier temps, c'est ça, quoi. Après, j'ai eu des bahuts où j'avais tout ce qu'il fallait, mais ce côté s'adapter, c'est hyper important. Et s'adapter à plein de choses. Quand tu as une classe de cinquième, une heure après, tu as une classe de SECPA. Il faut s'adapter au public. Et voilà, c'est que ça, que ça, que ça. Donc ça, tu le transposes aussi dans l'entraînement. Tu as des profils d'athlètes qui arrivent, bah, le côté social, il faut profiler aussi, tu vois. Un athlète qui vient d'un certain milieu et d'un autre, il va pas aborder le sport de la même façon, la compétition de la même façon, l'entraînement de la même façon, la rigueur, il y en a, ils sont dans le sport comme ils sont à l'école ou dans leur vie. Il y en a, ils arrivent toujours en retard à l'école, ils arrivent aussi en retard à l'entraînement. C'est pareil, ils ont une rigueur ou pas dans l'entraînement. Donc, apprendre à s'adapter, moi, ça m'a servi, ça. Et puis, pendant très longtemps, toi, j'étais entraîneur d'un bon niveau, parce que j'avais quand même des gamins qui ont été jusqu'au jeu. Même ils m'ont dit, Anton Aketa qui a gagné les paras en 2016 à Rio, sur 400 hein, toujours. Je ne savais plus faire que ça, quoi. Et, mais j'étais prof, et en même temps. Et je voyais comment les jeunes évoluaient. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeune de 2020, c'est pas le même que celui de 2000, c'est pas le même que celui de 90. Donc il a pas il rentre dans le sport, il rentre pas de la même façon, il a même pas les mêmes images. c'est des valeurs et L'athlète, il arrive, il est sur des réseaux, il voit 10 000 vidéos par jour d'athlètes. Oh, moi, je veux faire ça. Ah, le mec arrive dans les années 90, il connaît pas. S'il a vu Stéphane Diagana courir, il l'a vu à Stade 2 le dimanche, puis pour retrouver sa vidéo quand il court, c'est pas pareil, quoi, tu vois. C'est pas, et puis c'est pas les mêmes langages, comment on, on s'adresse à son entraîneur ou comment l'entraîneur s'adresse à son athlète. C'est plus du tout pareil. Donc voilà. Donc c'était un avantage pour moi, si tu veux, d'être prof, parce que je voyais, j'étais dans le coup, si tu veux. Et quand je suis arrivé, par exemple, à l'INSEP, j'ai eu un groupe. Et c'était bien, je sortais du truc, d'un groupe de jeunes qui avaient 18-19 ans. J'étais au lycée, c'était pile poil, je connaissais leur code, tout ça, ça fonctionnait tout de suite. Bon, ça fait 8 ans, ils sont encore avec moi. 4, 3, ouais, 4, ouais, même 4, parce qu'il y en a un qui devrait revenir, bref. 4 qui sont toujours avec moi, quoi. Donc ça fait 8 ans que je les ai. Mais eux, ils ont évolué, j'ai évolué avec eux. Il y en a qui sont mariés maintenant, qui ont des enfants, ils sont toujours avec moi. Et là, cette année, j'ai une petite, enfin, je dis pas une petite, une jeune athlète qui vient d'arriver. Petite jeune. Mais elle a 19 ans.
Et bah moi, au départ, je me suis posé des questions, tu vois, du style, euh, j'ai pas eu affaire à une jeune athlète de 19 ans depuis un certain temps, quoi. J'en ai côtoyé en équipe de France, mais c'est pas pareil. Là, tu les as tous les jours, c'est le quotidien. Comment tu t'adresses à elle ou à lui? Ça a été un garçon de 19 ans, c'est pareil. Est-ce que voilà, c'est le travail, c'est un travail de confiance entre eux et nous, et il faut pas briser cette confiance. Donc, il y a des mots à choisir, il y a des mots qui avant passaient, on va dire crème, comme on dit. Maintenant, il y a des mots que tu peux pas employer parce que ça choque l'athlète ou voilà. Et donc, il faut pas le choquer. C'est un rapport de confiance. Donc voilà. Et donc ça a été un avantage quand j'étais enseignant. Mais bon, l'inconvénient, c'est quand tu es enseignant, bah, tu dépenses de l'énergie avec tes élèves. Donc, tu fais 4 ou 5 heures de cours, et bah, tu as 35 fois 4 ou 5 fois 35 de nombre d'élèves. Donc, ouais, tu as 200 élèves le matin. Il y en a qui crient, il y en a qui crient pas. Et tu arrives à l'entraînement, bah, tu es un peu diminué physiquement. Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Maintenant, je peux pas dire ça. Maintenant, j'arrive, j'ai pas eu ça en amont. Tous ces élèves, je dois arriver, la patate, quoi. Et la patate, elle est différente. Avant, quand j'arrivais à l'entraînement, oh, ça y est, je vais prendre mon chiffre, ça y est, j'ai fini avec mes élèves. Maintenant, je vais voir mes athlètes. J'avais la patate, tu vois, et c'était le kiff. C'est pour ça que je kiffe l'entraînement, quoi. Maintenant, il faut que je fasse un effort pour tous les jours avoir cet état de kiff total, que mes athlètes ils disent putain, mon coach il a envie aujourd'hui. Bien. Ouais, mais c'est important ça. Et moi, je sais que je suis quelqu'un un peu taiseux, tout ça, et je dois travailler beaucoup là-dessus. Alors, des fois, je reste taiseux, hein, mais j'essaye, et en fait, j'essaye de leur faire, d'inverser le truc du style, et les gars, vous avez intérêt d'être bon, parce que si vous voulez que je sois content, et ils aiment que je sois content, ces athlètes, bah, il faut bluffer, même à l'entraînement. Donc, ils le savent tout de suite, quoi. Quand, j'ai une attitude un peu différente. Ah, Marco, il doit être content. Là. Bon, aujourd'hui, on va faire le. Ou alors j'ai fait le geste qu'il voulait. Voilà, moi je reste pas 1 heure sur un truc s'il n'arrive pas. Allez, salut. On oublie cet exercice, il n'y arrivera jamais. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Mais voilà, il faut que entre notre kiff, l'athlète et l'entraîneur, sinon ça marche pas jamais. Quoi. Bon, top. Donc, voilà. Bah écoute, donc, tu vas voir, c'était un petit truc sur ça, mais je vais arriver dans 50 minutes, je crois. Bon. Je sais pas, tu avais d'autres trucs, tu m'avais demandé des petites choses comme ça. Une petite dernière question, et puis on clôturera là-dessus. Ça tombe bien parce que j'ai presque plus de batterie, donc avant que ça ah bah d'accord, moi je suis au top. T'es préparé là. Ah mais là tu sais, je suis dans le bureau du club, tout ça, juste avant la petite séance de muscu, voilà. Bon, juste si tu devais retenir ta plus belle expérience, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, ça serait quoi? Le plus beau moment que tu aies vécu, voilà. Parce que tu as beaucoup parlé d'émotions, et donc ce serait laquelle du coup? Le problème, c'est que moi je suis un mec particulier, c'est pas grave. Voilà, les belles émotions, elles sont souvent rattachées à des moments difficiles. Donc je ne veux pas vraiment en parler. Bon, après, si on pourrait dire, voilà, bah, comme tu avais dit, le premier titre de champion de France, c'est des belles émotions, mais en fait, toutes les belles émotions, j'en ai eu, hein, des gamins qui ont gagné, des fois, mais des fois, il y avait des échecs, et en fait, ça rebondit sur des beaux moments. Parce que quand 1 an après, bah, l'athlète, il a rebondi, tu lui dis, tu te rappelles l'année dernière, et là, on vit un vraiment bon moment de kiff tous les deux, on se dit, ah ouais, tu vois, c'est ça aussi. Mamé Ibra, bah, bien sûr, lui, il a eu un moment très difficile dans sa vie au niveau santé. Quand lui, il passe d'un niveau junior à un niveau international direct, il a 19 ans, et puis là, il côtoie des Ladji Doucouré, des Renaud Lavigné. Il a eu la première grande sélection, il a eu avec Renaud Lavigné quand il fait 6 mètres à l'Eria. C'est des moments incroyables, et via lui, bah, je vois par où il est passé, et donc c'est un kiff intérieur.
mes belles émotions, honnêtement, je vais te dire, hein, Fred. Et j'en ai connu des beaux trucs. Hein. Toi, j'ai fait des championnats du monde, des trucs comme ça. J'ai eu des 100 mètres de Bolt ou Bolt à l'échauffement à Pékin ou dans d'autres compétitions. C'est des moments, moi qui est un fan de sport, là, je vois ces athlètes, je suis comme un gamin, quoi. Toi, alors, je me maîtrise un peu parce que Quand même. plus jeune que moi, toi. Mais voilà, je suis un gamin quand même quand tu vois ces mecs-là parce que c'est ça qui t'inspire. Mais honnêtement, mes belles émotions, je les ai toujours eues à l'entraînement. Parce que j'ai un petit talent, mais je pense que beaucoup d'entraîneurs l'ont, ils savent quand l'athlète il va parfait. Et quand je sens le truc, je dis pas à l'athlète, mais je sais que le week-end, à la compète, il va faire un truc. Et là, intérieurement, je sens le truc, et ça, c'est une belle émotion. Parce que toi, il y a des moments où tu es dans le dur et ça part pas, quoi. Et tu dis, putain, mais moi, je suis patient. Et je sais qu'à un moment, ça va partir. Et il faut que j'arrive à rendre patient l'athlète. Et c'est ça la difficulté, quoi. Parce que si le gamin il est dans la difficulté semaine par semaine, et à un moment il dit putain je vais pas y arriver, c'est là où il faut être fort quand t'es coach ou qui garde sa confiance quoi, en lui et en moi quoi. Et voilà. Et moi quand je sens les choses qui vont venir, j'ai qu'une hâte quoi. Putain vivement la compète, putain voilà. C'est ça l'émotion aussi. Et moi je l'ai plutôt à l'entraînement, sur les entraînements. Et, euh, et voilà. Il y a un truc que j'ai pas parlé. Si t'as 2 secondes, t'as plus de batterie. Voilà. Vas-y. J'avais posé une question, l'INSEP, qu'est-ce que ça t'a apporté quand tu arrives à passer un kiff total? Parce que moi, quand j'étais cadet et que la première fois que j'ai mis les pieds dans l'INSEP, et ben, quand j'ai mis les premiers pieds sur une piste en tartan, je chantais en l'odeur. Là, je suis encore l'odeur du bois, de l'INSEP. C'est un endroit qui m'a fait rêver. C'est un temple pour moi. Donc, c'est comme si on me disait, ça y est, t'es arrivé au paradis, quoi. Ben voilà, c'était ça. Mais c'est surtout les rapports que j'ai eus avec des entraîneurs et voilà, et moi j'ai rencontré un monsieur qui est décédé maintenant et il m'a énormément apporté. J'ai tellement échangé avec lui. C'est Joël Astienard. Et Steve, comme on l'appelait, voilà, c'est un monsieur, il m'a tellement apporté sur l'entraînement, mais sur la vie d'homme, quoi. Surtout ça. Et j'ai envie de te dire, on est des entraîneurs, mais on est aussi c'est des parcours de vie et on est avant tout des hommes. Et moi, la première chose que je dis quand j'ai des athlètes qui arrivent, bon, maintenant il n'y en a plus beaucoup, quoi, mais quand ils sont arrivés il y a 7-8 ans, ils arrivent, on leur dit, vous êtes à l'INSEP pour faire du haut niveau. Ouais, c'est bon, les gars, c'est pas ça le haut niveau. Pour moi, c'est pas ça le haut niveau. C'est pas parce que tu es à l'INSEP que tu fais du haut niveau. Alors, ils veulent devenir athlètes de haut niveau, ok, mais moi je dis toujours, votre ambition, c'est de devenir des athlètes de haut niveau. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous deveniez des hommes de haut niveau. Parce qu'il y a l'athlète, mais il y a aussi les valeurs. Et moi, il y a des moments, j'ai eu des appels, ouais, je voudrais m'entraîner avec toi. Mais moi, quand je ne sens pas l'athlète, même s'il a un potentiel pour être champion olympique, je ne le prendrai pas. Et j'ai déjà fait. Hein. Pas champion, mais un Je peu. n'en doute pas un seul instant. Donc, mais après, les gens peuvent évoluer. Hein. Oui, bien sûr. Pourrait très bien parce que je sens que la personne devient un vrai bonhomme, une vraie nana, tout ça, et qui m'inspire. Je dis, OK, si tu veux toujours t'entraîner avec moi, il n'y aura pas de problème. Les expériences de la vie font que. Voilà, c'est ça. Tout ça. Devenons des hommes et des femmes de haut niveau et pas forcément des athlètes de haut niveau, même si on se rassemble par cette passion de ce sport atypique aussi, l'athlétisme. Voilà. Tout à fait. Bon, bah écoute. Voilà, monsieur Fred Bozard. Eh ben, merci beaucoup, Marco. C'était très intéressant. On aurait pu durer 2-3 heures. Le problème, c'est que moi, je suis un taiseux, mais dès que tu me lances sur un truc, sur ma passion, je pourrais parler. C'était génial. Et voilà, le truc, c'est. Et Steve Nard m'a appris ça aussi, le côté.